Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de bien-être neuroatypique. Aujourd'hui, on va faire une vidéo différente d'habitude. Ça fait quelques semaines que j'ai demandé aux gens qui me suivent sur les médias sociaux de m'envoyer via un formulaire anonyme des lettres ou des textes qui avaient besoin de sortir puis qui voulaient que je lise en vidéo et que je commente quand j'ai quelque chose à dire. Ben aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va lire les mots des autres personnes, des mots des gens qui me suivent sur Facebook, YouTube, TikTok. Je pense que j'en ai pas parlé sur Blue Sky. En tout cas, les gens qui me suivent. Donc, comme j'ai dit, les lettres sont anonymes. J'ai aucune idée qui les a envoyées. Le formulaire ne garde aucune information, même pas le email. Donc, si vous avez envie de participer pour que je fasse une deuxième vidéo, ben, vous pouvez toujours, le lien pour le formulaire est dans ma barre de description. On commence. Quand j'ai reçu mon diagnostic, il y a environ 7 ans, je me suis rendu ici sans savoir que j'étais sur le spectre et j'ai déjà accompli plein de choses. Maintenant que j'ai toute l'info, je n'ai pas de raison d'utiliser mon diagnostic comme excuse, comme raison de pourquoi je ne peux pas réussir. Je sais pas ce qui s'en vient après, mais je vais commenter tout de suite. C'est quelque chose qu'on entend, ça, tu sais, prendre son diagnostic comme excuse. Mais le diagnostic n'est jamais une excuse pour faire ou ne pas faire quelque chose. C'est une raison. Une excuse, pour moi, c'est une raison qui est considérée comme invalide par quelqu'un. Mais ça reste une raison. Et la personne qui décide qu'elle est invalide, c'est elle qui dit c'est une excuse. Donc, à mon avis, ça n'existe pas les excuses. Mais ça, c'est moi. Je suis très, empowering hippie, je sais. Des fois, ça peut pas plaire, j'imagine, mais bon. Continuons. J'ai continué mon suivi psycho-éducatif et éventuellement avec une neuropsychologue avec qui j'en ai appris plus sur mes traits pour être de mieux en mieux adapté en société et mieux me comprendre. J'ai découvert ton groupe Facebook, mon groupe Facebook, récemment et j'adore la précision avec laquelle certains de tes posts me rejoignent. Notamment sur les gens qui croient complimenter en disant que mon autisme ne paraît pas. Moi, je leur dis que c'est comme dire à quelqu'un qui fait une dépression que ça paraît pas. Ça n'adresse pas le problème, c'est pas rassurant. Le post sur la voix intérieure qui nous pousse à optimiser chaque moment de chaque journée et celui sur les insécurités qu'on projette sur les autres quand on craint ce qu'ils pensent de nous ou pourraient penser de nous si on fait un faux pas. Le problème, c'est que j'ai 2 buts sociaux que je veux accomplir et en lisant ces posts, je m'aperçois que j'attribue beaucoup d'importance à mon adaptation sociale pour y parvenir. Autrement dit, même si je sais que j'ai de la valeur, on dirait que la vie s'obstine à m'apprendre que la version de moi qui est authentique et crue, mon brouillon ne suffit pas. Je dois m'assurer d'être prêt pour livrer la version de moi adaptée, safe, conforme au propre pour avoir des résultats. Ou même pour avoir une chance d'avoir des résultats. Par exemple, on m'a souvent conseillé de ne pas dévoiler mon diagnostic trop rapidement dans une nouvelle relation sérieuse, tel un intérêt amoureux ou un emploi, parce que ça peut faire peur. Alors, ayant découvert ton groupe, en fait, je pense qu'elle parle plus de ma page Facebook que mon groupe. Je dis « ah » parce que la plupart du temps, c'est des femmes qui me suivent, mais j'ai aucune idée, en fait, c'est peut-être un homme. La personne, en fait, parle de ma page Facebook et non mon groupe. Je m'empêche de mettre des commentaires, de laisser des traces, parce que je n'ai pas envie que de nouvelles connaissances se fassent une mauvaise opinion de moi basée là-dessus. J'essaie de croire que ces personnes ne seraient pas pour moi s'ils ont problème avec ça, mais je crois plus facilement qu'on accorde trop d'importance aux premières impressions, alors mieux vaut jouer safe au début et me dévoiler plus tard. Même avec amour, on m'a souvent dit « il faut pas faire ça » ou « je ferais ça de telle façon à ta place ». Et le pire, c'est que leur idée fonctionne souvent mieux. Alors en plus d'être hyper vigilant aux micro-signaux autour de moi et ceux que je donne, en plus de toujours vouloir être propre, un peu plus proche du brouillon avec ma famille et amis proches, mais quand même, en plus de faire du overthinking à temps plein
Je me rends compte que j'ai de la difficulté à faire confiance en mon jugement. Si je prends une journée relax, je culpabilise et je me dis que c'est une journée de perdu. Ouais, ça arrive souvent ça. Ça arrive souvent parce que on se le fait dire dans la société de productivité, société capitaliste, que on peut pas se reposer. Se reposer, c'est une perte de temps. C'est une journée perdue à ne rien faire, alors que prendre soin de soi, c'est faire quelque chose. Prendre soin de soi, c'est aider sa productivité future. Mais si je prends une journée à travailler sur moi ou produire quelque chose, je culpabilise aussi parce que je sais bien que personne ne me force et que je pourrais bien me reposer. Et j'aimerais donc ça que quelqu'un puisse me dire la bonne réponse dans cette situation. J'ai donc une question pour toi. Tu dis que chacun de nous n'est pas trop et que nous sommes toujours assez. Mais tu es aussi de l'avis qu'un neurodivergent high functioning est perçu comme tel parce qu'il arrive à cacher ses traits qui sont souvent perçus comme dérangeants. N'est-ce pas donc indicatif que si on veut être accepté en société, on doit réellement cacher ou faker une partie de nous? Comment penses-tu qu'on puisse être à la fois authentique pour bien se présenter et assez conforme pour réussir en société? Où est la ligne? Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Quelle belle question. J'ai dit qu'on n'est jamais trop, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Genre, je suis trop sensible, j'ai trop d'anxiété, j'overthink trop, je overreact. On peut pas être trop. En fait, c'est pas vrai. On peut être trop. Le trop, c'est si ça nous nuit. Mais quand je dis si ça nous nuit, je veux pas dire que les autres sont pas contents. C'est pas ça. Tu sais, si mettons je scroll sur TikTok pendant 2 heures, puis que ça change rien à ma vie, ça n'a pas de problème dans ma vie, ça m'empêche pas de faire ce que je fais, ça fait pas de conflit avec le monde avec qui je demeure, c'est pas trop. Mais si je scroll une demi-heure sur TikTok et que ça cause un problème, si je scroll une demi-heure sur TikTok puis ça fait en sorte que ça me scrape pour le reste de la journée, que ça crée des conflits parce que ça impacte mon quotidien, oui, là, ça peut être trop, mais on parle d'action aussi. Quand on parle d'humain, on peut pas être trop. L'humain, dans ce qu'il est, pas dans ce qu'il fait, est toujours assez. Dans le sens que on n'a pas un défaut de fabrication. Genre, on est, puis je parle pas du verbe naître, mais du verbe être. Nous ne sommes pas comme humains trop. Il y a des choses qu'on peut agir qui est trop si ça cause un problème pour nous dans notre quotidien. C'est là où est-ce que, par exemple, viennent les dépendances. Si je consomme trop, c'est parce que ça crée des problèmes. Une personne peut consommer une fois par semaine et créer des problèmes, alors qu'une autre peut consommer tous les jours et que ça fait aucun problème. C'est là où est-ce qu'on peut déterminer qu'une action est trop, mais on parle de problèmes dans notre quotidien, pas des problèmes avec les autres. Quand je parle tantôt de conflit avec les autres, je parle vraiment de conflit dans le sens que ça cause un problème dans ton quotidien et les autres le perçoivent et ça crée des conflits. Pas des conflits dans le sens que j'aime pas ce que tu fais, donc tu le fais trop. C'est très complexe et j'espère être capable de bien m'exprimer. Donc, si on veut être accepté en société, on doit réellement cacher ou faker une partie de nous. L'affaire, c'est que la société a des balises qui sont décidées par les humains. La société est quelque chose de créé par l'humain. Pour le type d'humain qui est la majorité. Puis la majorité, on parle de 51 plus. Fait que la majorité, c'est pas 90%. 55%, c'est la majorité. Donc, c'est vrai que c'est difficile de mélanger l'authenticité autistique et de se faire accepter en société. Mais c'est possible. Puis c'est quoi déjà que ça veut dire être accepté en société? C'est quoi que ça veut dire déjà? Est-ce que ça veut dire que personne a jamais rien à dire de pas correct sur nous? Est-ce que d'être accepté en société, ça veut dire de passer sous le radar puis de faire comme tout le monde puis de garder un low profile puis que personne ne s'en rend compte qu'on est différent? C'est quoi que ça veut dire exactement d'être accepté en société? Parce que tu peux créer ta propre société. Les gens avec qui tu t'entoures, pas les gens où est-ce que tu travailles.
c'est tes collègues, c'est pas nécessairement tes amis. Je parle de ta famille, de tes amis, de ton monde. Ça, c'est ta société. C'est avec ces personnes-là qu'il faut que tu te bâtisses. Et si ces personnes-là ne t'acceptent pas comme tu es, ce ne sont pas les bonnes personnes pour toi. Aussi simple que ça. C'est sûr que les personnes peuvent ne pas t'accepter au début, mais qu'une fois que tu leur expliques, que tu leur parles, que tu leur dis que tu es autiste, voici comment tu fonctionnes, puis ils peuvent faire « Ah, ben maintenant je comprends mieux, je vais faire un effort, on va travailler ensemble. » Ces personnes-là t'acceptent. Mais si tu expliques comment tu es, puis que ces personnes-là font comme « C'est pas une excuse pour ne pas faire ci ou ne pas dire ça. Fais un effort, c'est pas une bonne raison, peu importe, puis qui t'acceptent pas, puis qui continuent de pousser tes limites. » C'est pas du bon monde pour toi, tu veux pas être autour de ça. Donc, j'aimerais beaucoup répondre à tes questions, mais il faudrait qu'on s'entende ensemble sur ce que ça veut dire d'être accepté en société. Parce que même moi, si j'essaie de le définir, je saurais pas. J'aurais même pas de définition comme ça, toute faite, de qu'est-ce que ça veut dire pour moi être accepté en société. Donc, je pense que la ligne, elle est dans le choix. Dans le sens que, tu sais, au travail, ça m'arrive de masquer. Ça m'arrive de dire « oui, ça va et toi ». Parce que je choisis mes batailles. Pas parce que je masque nécessairement, mais parce que je sais comment les neurotypiques fonctionnent et il y a des choses que je décide d'acheter la paix. Puis, ça, c'en est ça. Mais il y a des choses que non. Tu sais, si on me dit, il y a telle activité qui va être faite ce soir, est-ce que tu veux participer? Non. Non, je ne participerai pas aux choses de soir. Parce que le soir est très précieux pour moi. C'est là où est-ce que je me recharge. Donc, je vais pas pousser, sachant ma limite, sachant que si je pousse, je vais pas me sentir bien, puis je vais en avoir pour des jours à me recharger. Je suis capable de dire non, même si ça déplaît, même s'ils trouvent que je donne pas beaucoup. Parce que les personnes qui c'est important, qui sachent, en tout cas, mes limites, c'est mes supérieurs. Et ils le savent. Donc, ce que mes collègues pensent, à la limite, je m'en fous. Mes supérieurs sont au courant et ils m'acceptent comme ça, ils m'accommodent comme ça. Donc, je pense que la ligne, elle est là. Connais-toi. Sais ce que tu es capable d'endurer, ce que tu n'es pas capable d'endurer, ce qui te demande trop de recharge, ce qui t'en demande moins. Et mets tes limites par rapport à ce que tu veux qui arrive ensuite. Tu sais, il y aurait une différence entre participer à une activité de soir le mardi versus le vendredi. Le mardi, c'est clair que c'est long. Parce que ma semaine n'est pas finie, je vais être ben trop drainé. Mais le vendredi, ben ça se peut que je fasse j'ai rien de prévu en fin de semaine, je vais pouvoir me reposer. C'est une activité pour telle chose, que techniquement, j'aimerais ça être là quand même si c'est pas quelque chose dans lequel je tiens. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je pourrais. Je pourrais ne pas, mais je pourrais. Parce que le contexte matter. Tu sais, ça importe. Donc, ouais, la limite, c'est comment est-ce que tu veux te gérer ensuite. Puis je peux malheureusement pas parler d'être accepté en société parce qu'on n'a pas la même définition. Il faudrait qu'on s'entende là-dessus. Je pense qu'on peut être authentique, mais je pense que c'est important aussi de savoir où est-ce qu'on veut pas confronter, où est-ce qu'on préfère acheter la paix. Puis quand je dis préfère, ça veut dire que acheter la paix nous coûte moins en énergie, en gestion, en adaptation, que l'inverse. Parce que des fois, c'est ça. Des fois, d'acheter la paix, de dire oui, je vais le faire alors que ça ne te tente pas, ça te coûte moins que de gérer les commentaires, les regards, les questions que le monde vont te donner, te poser si tu dis non. C'est beaucoup d'apprentissage de soi. Ça demande de se connaître beaucoup. Mais je dirais que elle est là, la ligne. Puis, tu sais, je relisais. Puis, si être accepté en société, ça veut dire ne pas être dérangeant, c'est un but irréaliste. Parce que tout le monde
va être dérangeant pour au moins une personne. Pour whatever reason, on ne peut pas s'arranger pour ne pas être dérangeant pour personne. C'est impossible. Donc, il faut qu'on accepte ça et qu'on décide à qui ça dérange pas d'être dérangeant. Tu sais, c'est sûr que le monde autour de moi, je veux pas être dérangeant. Fait qu'on va avoir une communication ouverte. Je vais m'entourer de gens qui m'acceptent comme que je suis et qui vont pas chialer si je m'en vais à un party de fête puis que je pars à 7h30. Parce que ils savent. Mais tu sais, une personne que je veux plus revoir, un étranger ou un collègue d'un autre service, que je sois dérangeant pour cette personne-là, je m'en tape. Parce qu'il fait pas partie de mon environnement proche et le fait que je le dérange n'aura pas d'impact sur ma vie. Fait que la ligne, elle est personnelle, dépendamment de ce que tu connais de toi et dépendamment de la paix que tu veux acheter et l'énergie que tu as à dépenser là-dedans. Merde, j'espère que ça fait du sens parce que je les ai pas lus avant, les lettres, hein, donc je réfléchis à voix haute en les lisant et en répondant aux questions. J'ai rien préparé. Donc, j'espère que ça fait du sens. Et on est déjà à presque 20 minutes. J'ai 6 lettres. Je vais pas toutes les lire aujourd'hui. Donc, clairement, il va y avoir une partie 2. Et si vous voulez faire partie de la partie 3, ben, le lien est dans la barre de description. Deuxième lettre, je pense qu'on va en faire juste 2 aujourd'hui parce que je veux pas non plus vous énerver avec ça. Vous voyez, ça, c'en est un. Moi, je veux pas être dérangeant pour vous parce que vous êtes important pour moi. Alors, j'arrange pour que mes vidéos soient pas trop longues, à moins que c'est ce que vous vouliez, pour justement que ça reste agréable à écouter mes vidéos. Deuxième, histoire pour personne. Écrire pour partager implique un donneur et un receveur qui ne comprennent potentiellement pas les mêmes choses. Vrai. Sans possibilité d'interrompre, de questionner ou d'expliquer. Manier la plume signifie décider un rythme, imposer ses choix, élire son type de futilité et ne permettre à quiconque d'improviser à sa place. Composer, c'est se faire croire que l'on n'est pas égoïste. C'est féeriser son existence avec des mots que le dictionnaire ne définit pas assez précisément pour transmettre l'émotion qui va avec la morale de l'histoire. Voici une partie de l'histoire. Il était une fois, ou 2, ou plutôt 100, à en juger par le nombre de tentatives d'immersion, d'implication au sein d'un groupe quelconque en espérant y dénicher ce fameux mirage nommé sentiment d'appartenance. Cette quête, celle-là même dont le but réel m'échappe par moments, me semble inatteignable, voire préférablement à éviter depuis ma tendre enfance. Avouer sa peur de l'erreur, son inaptitude sociale, son refus quasi maladif de toutes les formes de mensonges, croire que s'attacher représente un luxe terrorisant, ou dire que la musique ainsi que les couleurs ne vibrent jamais assez fort, occasionne son lot de jugements. La lourdeur émotive, au même titre que la légèreté immodérée, sont souvent perçues comme de la manipulation, une tentative enfantine d'attirer l'attention. C'est vrai. Tu sais, techniquement, oui, on peut manipuler sans le vouloir. Ou plutôt, j'aurais tendance à dire que les gens peuvent se sentir manipulés, même si c'est pas notre but. Mais dans mon esprit, la manipulation peut pas être involontaire. Dans mon esprit, tu peux pas manipuler quelqu'un sans faire exprès. L'autre peut se sentir manipulé par toi, même si c'était pas ton but. Mais oui, la lourdeur émotive, d'être beaucoup émotif, de mettre ça en avant, de demander de l'aide, de parler beaucoup de ses émotions. Ça peut être perçu comme la manipulation pour certains ou une tentative d'attirer l'attention. Ouais. J'ai déjà fait un post là-dessus sur le fait d'attirer l'attention. Puis, je reformulais ça en voulant de la connexion. Tu
Si on arrêtait de dire que la personne recherche l'attention et qu'on disait à la place qu'elle recherche la connexion. Parce que c'est ça. Je dirais que les seuls qui recherchent l'attention, puis encore là, je le mets avec un gros guillemet, ce serait peut-être les personnes avec un trouble histrionique. C'est des personnes qui sont très théâtrales, qui sont très all over the place, qui veulent que les gens les regardent. J'ai déjà eu un prof comme ça. Il fumait ses craies, il faisait semblant de fumer ses craies. Si vous avez étudié au cégep du vieux Montréal et que vous avez eu un prof de sociaux, et je me souviens même pas de son nom, il ressemblait à Snape dans Harry Potter. En tout cas, il était très théâtral, il était quelque chose. Tu l'aimais ou tu l'aimais pas. Genre, tu tripais dessus ou tu l'aimais ou tu le détestais. Il n'y avait pas d'entre-deux. C'en est un qui était comme ça, qui aimait tellement l'attention. Ou les narcissiques, qui aussi thrive sur l'attention. Mais même ces deux personnes-là, mais plutôt même ces deux troubles-là, est-ce qu'ils veulent vraiment juste de l'attention, que le monde les regarde parce qu'ils se sentent donc hot? Ou ils le font aussi pour de la connexion? On sait pas. Peut-être que c'est les deux. Je continue. Quêter sa place au soleil et se l'avoir refusé par excès de maladresse. Instruction incomprise. Chant incomplet. Requête rejetée. Tampon bizarre. Intense maladie mentale appliquée. Alors on a mal. Mal en dedans et au dehors. Longtemps j'ai cru qu'il n'y avait rien à faire avec un cerveau comme le mien. Il étouffe. Un cerveau du genre, ça court à s'en mordre les neurones. Ça court et ça se perd hors d'haleine. Ça manque de souffle, mais ça ose espérer. Ça tente un espoir, puis ça contracte un mal de l'air. Ça tournoie dans tous les sens pour arracher des parcelles d'oxygène à l'univers. Ça attrape des bouffées d'air à l'occasion. Mais ça sait pas quoi en faire. Jusqu'à ce que ce damné cerveau abdique, qu'il croit qu'il ne peut être autre chose qu'un cerveau asphyxié. Et c'est seulement lorsqu'il cesse d'inspirer, lorsqu'il écoute les battements de sa véritable vie, qu'il constate la liberté qu'il aurait pu trouver s'il avait pris le temps d'expirer. Faire le deuil de modes de vie incompatibles avec son essence peut s'avérer brutal. Lorsqu'on coupe un cordon, il faudra tôt ou tard le restaurer autrement, faire des nœuds pour tisser des choses différemment. Quand on rafistole, il est possible de broder un point en X sur certaines histoires d'amour, de famille et d'amitié, et aussi sur une montagne de patterns. Un jour, on se rend compte qu'il est inutile et épuisant de quémander sans cesse le droit d'exister dans le regard d'autrui. J'aimerais tout de même parfois prêter mes yeux pour qu'au moins une personne comprenne l'ampleur du sommet de la beauté qui m'entoure, de même que le creux de la laideur. Mais peut-être que la beauté du monde, c'est justement de ne pas le voir. Sur ce, je me sens soudainement aussi philosophe qu'une ado qui croit découvrir THE vérité en entendant son prof crier « Au diable le rêve américain ». C'est beau. C'est beau et c'est bien dit. J'aime le bout qui dit « Un jour, on se rend compte qu'il est inutile et épuisant de quémander sans cesse le droit d'exister dans le regard d'autrui. » Si vrai. Oui, c'est inutile et épuisant. Tu vas exister dans le regard de ceux qui comptent. Puis c'est triste que souvent ceux qui comptent, c'est pas le monde le plus proche de toi. On s'entête à garder autour de nous des gens que ça fait longtemps qu'on connaît. Les gens de notre famille, premièrement, et sinon les amis qu'on a depuis l'école. On dirait que comme ça fait longtemps qu'on les connaît, ben c'est notre monde, puis ça devrait pas changer. Mais souvent, ce monde-là, puisqu'ils nous connaissent depuis très très longtemps, s'attache à une version de nous qui n'est plus réaliste. Une version de nous qui n'existe peut-être même plus. On n'est pas nous dans leurs yeux. Et d'essayer de les forcer à nous voir comme on est,
Ça peut être inutile, ça peut être demandant, puis oui, ça peut être de l'énergie gaspillée pour rien. Je sais pas trop quoi dire autre dans cette lettre-là. J'aime comment c'est dit. J'aime que c'est clairement écrit avec beaucoup d'émotion, de vérité. J'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous en pensez de ces deux lettres-là. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux lettres-là, de ces deux personnes anonymes qui ont pris le temps d'écrire ça pour que ce soit lu out there, pour que ce soit lu sur vidéo et accessible à tous. Qu'est-ce que vous en entendez? Qu'est-ce que vous en comprenez? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir ces lettres-là? Peut-être que vous avez des visions différentes des miennes. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là? On peut commencer une discussion là-dessus. Je vais juste y aller avec ça pour le moment. Parce que ça fait déjà presque 30 minutes qu'on en parle. Et mes vidéos habituellement sont de 10 à 15 minutes. Je ne veux pas trop vous emmerder. Mais si vous aimez ça et que vous voulez que je fasse des vidéos plus longues, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Il m'en reste 4. Et si vous en rajoutez, ben, je vais en avoir plus. Fait qu'automatiquement, il va en avoir plus de vidéos. Wow! J'aime et j'ai hâte de voir les autres. Donc, merci d'avoir été là pour cette vidéo différente. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que je devrais continuer? J'essaie de varier un peu les vidéos que je fais pour que ça soit toujours la même chose, que ça soit toujours redondant. J'aime ça quand il y a de la différence, tu sais. Moi, chez les YouTubers que j'écoute, j'aime beaucoup quand il y a de la différence aussi, quand il y a des commentaires sur X, quand il y a des lectures de lettres sur Y, quand il y a d'autres choses. Pour moi, je trouve ça intéressant, donc j'essaie de faire un petit peu la même chose. Si vous regardez, il y a des vidéos des fois qui se passent le mercredi où est-ce que je commente sur des hashtags Instagram, il y a ça aussi, il y a mes vidéos éducatives, et maintenant il y a mes vidéos de lettres qui vont être là. Donc, wow, merci d'avoir été là. Je vous revois donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas que toutes les petites actions gratuites et rapides comme un commentaire, un like, un partage, un follow, ça aide super gros YouTube à comprendre que ce que je fais a de la valeur. Et ça m'aide beaucoup à grandir parce que je fais au moins une vidéo par semaine depuis janvier 2025. Et j'aimerais vraiment voir ma chaîne boom. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre de description. Là, il y a mon Linktree, il y a mes autres liens qui sont là, que vous pouvez aller voir. Et je vous revois donc la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Bye.